Je pense que si aujourd'hui on ne parle de tous ces métiers-là que en termes de regarder comme ils sont accablés partout et qu'on voit pas l'autre face de la même pièce qui est la fierté qu'il y a à le faire, on loupe un coche. L'autre débat que je trouve alors particulièrement foireux, et je suis en désaccord total avec Fabien Roussel là-dessus, c'est celui qui voudrait opposer la France du travail à la France des allocs, quoi. J'ai l'impression là qu'on a un membre du Parti communiste qui parle comme un homme de droite, quoi. Faire ensemble, c'est affronter le grand défi climatique. Mais le grand défi climatique, il ne sera pas surmonté autrement que par du travail aussi. L'agriculture sans intrants, c'est du travail. La rénovation thermique des bâtiments, c'est du travail. Les canalisations pétées, c'est du travail. Passer à de la réparation plutôt qu'à aller acheter en permanence des nouveaux matériels, c'est du travail. Bonjour à tous, donc sur le stand de 3E, où on est invité par le Forum social à parler du travail, du sens du travail, de la vie des travailleurs. Et ça nous a semblé naturel pour cette invitation et ces échanges qu'on nous a demandé d'avoir ici, d'inviter François Ruffin à double titre pour son livre qui vient de sortir très récemment, Je vous écris du front de la Somme, et puis surtout, en lien avec le travail également, Debout les femmes, le film qu'il a réalisé il y a déjà un certain temps. Si vous ne l'avez pas vu, on vous invite à le voir. Et puis Denis Robert, qui a co-dirigé un ouvrage qui s'appelle Dépossession, qui est un ouvrage de témoignage, également sur la vie de travailleurs, sur le sens du travail. Donc je remercie les deux invités d'avoir pris le temps d'échanger sur ce sujet. Très rapidement, pour vous dire que Dépossession, c'est un recueil de 18 témoignages de salariés, de professions libérales, de fonctionnaires, d'ouvriers, de cadres, de PME, de grands groupes, qui ont témoigné sur leurs conditions de travail, sur leurs relations au travail, sur le sens du travail et sur quelque chose que Denis a appelé la dépossession, effectivement, c'est la perte de sens et la dépossession du travail. C'est un sujet qui a un écho évident quand on regarde également le film de François Ruffin, où là on a des témoignages de femmes qui ont des métiers essentiels, comme l'a rappelé le Covid, qui sont des femmes qui sont toujours passionnées, qui ont toujours des métiers précaires, des travailleurs pauvres souvent, dévalorisés, qui vivent dans des situations assez terribles. On en voit effectivement qui sont obligés même de renoncer à leur maison. Et avec une particularité tout de même, c'est que moi c'est quelque chose qui m'a marqué, c'est que toutes ces femmes, elles parlent de l'amour de leur métier. Elles sont auxiliaires de vie, elles sont infirmières ou aides-soignantes ou femmes de ménage, mais elles parlent de l'amour de leur métier. Une des premières questions que je voudrais te poser, François, c'est comment toi tu comprends cette apparente contradiction entre ces métiers qui sont si difficiles, cette société qui ne les reconnaît pas, qui les dévalorise, et puis ces femmes qui sont fières. Qu'est-ce que ça nous dit d'une société ? Est-ce que c'est une société qui exploite le cœur des travailleurs pour les faire mieux travailler ? Comment tu les as comprises ? Non, je ne vois pas comme ça du tout. Je pense qu'elles ont un sentiment d'utilité de leur travail qui est bien réel. Je veux dire, souvent les gens, ils aiment leur travail, mais ils n'aiment pas la même manière dont on leur fait faire leur travail. Et il faut distinguer les deux, et elles le distinguent bien. Elles aiment aller chez les personnes âgées, ouvrir leurs volets, parler avec eux, mais ce qu'elles n'aiment pas, c'est qu'on leur fasse tout ça en 30 minutes, que le temps de trajet entre une personne âgée et l'autre ne soit pas payé. Au-delà du film, il y a un rapport qui est paru sur les travailleurs de deuxième ligne. Alors je dis que je suis tombé amoureux d'un rapport, le rapport RL, qui identifie 17 métiers. Et ce qu'il y a de marquant dans tous, c'est donc il y a ouvriers de l'industrie agroalimentaire, il y a femmes de ménage, il y a travailleurs du bâtiment, il y a caristes. Donc c'est des métiers qui sont souvent invisibles, masculins ou féminins. Et en fait, il y a cette double chose. Il y a on est sous-payé par rapport aux autres du privé, c'est ressenti comme ça et c'est une réalité. On a des contrats qui sont des contrats courts, on a des horaires qui sont décalés, on respire plus de produits chimiques. Voilà la réalité de ces métiers et en même temps, un plus grand sentiment d'utilité et qui correspond à la réalité du pays. Parce que quand ces métiers-là s'arrêtent, c'est pour ça qu'ils ont été identifiés comme essentiels par Christine Herel, c'est que quand ils s'arrêtent, le pays s'arrête.
Donc, voilà, je pense qu'il y a la gauche, par ailleurs, je pense qu'elle ne doit pas seulement parler du travail comme d'une souffrance qu'on subit. Le Parti communiste d'après-guerre, il a construit le mineur de fond, qui n'était pas un métier particulièrement agréable, ou le métallo dans des conditions pénibles, comme étant des héros de l'histoire, parce qu'ils remettaient debout le pays. Et je pense que si aujourd'hui on ne parle de tous ces métiers-là qu'en termes de regarder comme ils sont accablés partout, et qu'on ne voit pas l'autre face de la même pièce, qui est la fierté qu'il y a à le faire, on loupe un coche. Et je suis plutôt favorable à ce qu'on dise que ces métiers méritent statut, revenus, horaires, salaire, oui, mais qu'en même temps, on accompagne une fierté. Et oui, je pense qu'il faut héroïser, ce que j'ai essayé de faire avec le film, héroïser les auxiliaires de vie, parce que c'est sur elles qu'aujourd'hui le pays repose, comme l'avait déclaré Macron, tout comme on avait héroïsé le mineur de fond. C'est des métiers qu'on a héroïsés, mais pourtant qui restent quand même non reconnus encore aujourd'hui. C'est un des sujets également qui est traité, je pense, dans le livre Dépossession, c'est qu'effectivement, on a des personnes qui tout le temps s'investissent. C'est des beaux métiers, c'est des personnes qui, quel que soit leur statut, on le disait, toi, c'est des auxiliaires de vie, des travailleurs pauvres, mais on a eu aussi des cadres, des personnes, des professions libérales. Et c'est des beaux métiers, ils veulent y croire, et pourtant, il y a un système, je crois que si tu peux nous parler des conclusions, notamment du livre Dépossession, c'est un système qui leur retire le sens et qui finit par leur retirer l'envie, il me semble. Et d'ailleurs, tu parles d'une chose, tu parles de mise à mort du travail. Non, c'est ça. Le livre, donc, qui recueille ces 18 témoignages, on l'a fait très rapidement, dans une sorte d'urgence, parce qu'on voyait arriver la présidentielle, on voyait arriver évidemment l'élection d'Emmanuel Macron, et on se disait, quand je dis on, c'est surtout avec Jean-François Diana, qui est sociologue, et avec qui j'ai inventé ce livre, on se disait, le thème du travail, le travail est identitaire, c'est-à-dire que les gens qu'on connaît, que ce soit des profs, des flics, enfin, on a fait un casting sur tous les corps de métier et sur tous les âges, on a essayé de trouver autant d'hommes que de femmes, etc. Il y avait ce même thème qui revenait, qui était que on existe évidemment par notre famille, nos amours, etc., mais on existe aussi par le travail. Et cette Macronie, pour que je cite entre guillemets, est en train de dévaster tout ça à un rythme absolument effréné. Et on n'a plus de prise par rapport à cette dépossession, quoi. Et le mot dépossession est arrivé assez vite. Et on a été d'ailleurs assez troublés, Jean-François et moi, parce que lui voulait qu'on l'appelle différemment. Quand on a vu Zemmour et toute la clique du Rassemblement national utiliser ce terme de dépossession, mais pour eux, la dépossession, c'était une dépossession de l'identité nationale. Il y avait toutes ces valeurs d'extrême droite autour de tout ça, alors que tous les travailleurs, les gens qu'on rencontrait, quand je dis travailleurs, ça va effectivement du cadre aux manœuvres, se sentaient bafoués dans leur travail et dans leurs conditions même d'être humain et d'homme. Et ce qui apparaissait dans le livre, et ce qui est une nouvelle plutôt réjouissante, et qu'on ne savait pas au début, c'est qu'en fait, toutes ces personnes qu'on interroge longuement, avec qui on passe du temps, il faut dire que d'ailleurs Léa est là, c'est à la fois des journalistes, on a fait aussi un casting d'intervieweurs entre des journalistes et des universitaires, et ce qui est apparu comme une des révélations entre guillemets du livre, c'est que malgré cette très grande violence et cette très grande dépossession, le fait de lutter, le fait de se rassembler, le fait de se syndiquer, tous ne sont pas syndiqués, mais quand même beaucoup, ça a redonné non seulement de l'espoir, même si les luttes étaient perdues, mais du sens à leur vie et à nos vies, quoi. Donc il y a une sorte de bonne nouvelle dans le livre qui est apparu, quoi. Voilà ce que je peux dire. On ressent les deux dans le livre, On ressent la bonne nouvelle et on ressent en même temps cet accablement, sachant que dans tous les cas, je reviens sur ce que disait François Ruffin, effectivement, c'est le travail. Et dans le livre, on a beaucoup d'interviews, y compris de syndicalistes de gauche, de syndicalistes, y compris CGT. Et ce qu'on constate, les syndicalistes, les représentants du personnel et les salariés en général, ils aiment le travail.
Ils sont de gauche, mais ils aiment le travail. Et ils n'ont pas envie qu'on leur dise et qu'on les aide à ne pas travailler. Eux, ce qu'ils veulent, c'est travailler et travailler bien. Hein. Et ça fait écho, je crois, y compris à ton dernier ouvrage, hein, parce que derrière la dépossession et derrière la dévalorisation du travail et la perte de sens, c'est aussi le risque de radicalité. Et la demande de radicalité, c'est pas forcément, malheureusement, que des personnes comme ceux qu'on a dans l'ouvrage qui ont déjà un cœur de gauche, mais si on laisse faire, il me semble, hein, c'est aussi le risque de laisser la porte ouverte à l'extrême droite. Hein. Je pense que tu peux réagir sur ça. Je vais réagir aussi à ce que vous avez dit avant. La crise d'envie, elle est centrale. Hein, l'envie d'avoir envie dont parlait Johnny. C'est-à-dire que ce qui aujourd'hui mine le cœur des salariés, c'est une difficulté matérielle qui est évidente. Je veux dire, un prof gagnait 2,3 fois le SMIC en 1980. Aujourd'hui, c'est 1,2 fois le SMIC. C'est des statuts et ainsi de suite. Mais c'est quelle est notre utilité, quel est le sens de ce qu'on fait. Au fond, je vois plein de luttes sur lesquelles je me trouve, où les gens, ce qui les motive plus, c'est presque une souffrance spirituelle, soit due à la hiérarchie, soit due à « mais qu'est-ce qu'on fait là ?» Mais au fond, comme parler de ça, il n'y a pas les mots dans notre vocabulaire syndical et ainsi de suite, ça se traduit en chiffres en bas de la fiche de paye, et qui est une demande légitime. Mais j'entends souvent, derrière cette demande en surface, une autre demande plus profonde et qui est celle du sens. Par exemple, la crise des autocaristes aujourd'hui, mais on pourrait dire la même chose pour recrutement des auxiliaires de puériculture ou des accompagnantes d'enfants en situation de handicap ou des auxiliaires de vie sociale. C'est surtout des domaines dans lesquels il y a pénurie. C'est une pénurie qui est due à la fois aux facteurs matériels. Je veux dire qu'un autocariste, il travaille 2 heures le matin, 2 heures le soir. L'auxiliaire de vie, c'est pareil, ça va être du travail découpé en tranches, mais ça va être aussi dû à la manière dont on fait exercer le travail. Par exemple, les 2 institutions qui sont en crise aujourd'hui, crise de l'hôpital. Pourquoi les infirmières, même avant la crise Covid, quittaient l'hôpital en moyenne 5 ans après leur entrée? Et elles ont décidé de changer de métier. C'est pas seulement à cause des horaires, oui, c'était dur. C'est pas seulement à cause du salaire qui est trop faible, mais quand on en discute avec elles, c'est comment on le fait exercer, comment on peut traiter les gens comme ça. Et du coup, quand on fait mal son métier et qu'en face on a des cartons dans la logistique, bon, bah déjà on n'est pas content. Mais quand on fait mal son métier et qu'en face on a des humains, c'est un malheur qu'on ramène chez soi le soir qui nous pèse. Et la crise de l'hôpital, elle est centralement cette crise-là. La crise de l'éducation nationale, parce que moi, ce sont quand même les 2 piliers. J'ai lu sur une pancarte dans une manif de profs, l'école est un hôpital comme les autres. Et ça me paraissait tout à fait juste. Et se dire qu'aujourd'hui, ce sont une instance qui est sur les fondements de la République, hein, les hussards noirs qu'on a envoyés dans tous les villages pour construire la 3e République, et de l'autre côté, le pilier de l'État social qui est l'hôpital, qui sont en crise. Mais l'école, c'est pareil. Il y a évidemment des difficultés, je l'ai dit, sur les salaires, mais quand on fait des réformes et des réformes et des réformes et des réformes, quand on embarque les gens dans une direction puis dans une autre direction, les gens, ils comprennent plus ce qu'ils viennent faire à l'intérieur de ce machin-là. Et je pense que la crise de sens, et donc ça veut dire que peut-être, je ne sais pas comment, dans un forum social qui a des syndicats et tout ça, ça veut dire que les syndicats doivent trouver aussi le mot pour dire ça. Les mots pour convertir une douleur des salariés, pas seulement en revendication matérielle, mais aussi quasiment en revendication d'un ordre qui est presque spirituel. Peut-être que je raconte des conneries, mais on est là pour les... Voilà. Et voilà, je pense qu'il y a quelque chose, des mots qu'il faut réussir à poser sur un mal de cette nature-là. Je vais rebondir sur tes conneries là, parce que en fait, toi tu es un homme politique et donc moi je suis donc journaliste et le patron de Blast et je trouve intéressant depuis quelques jours, grâce à des initiatives comme ton film ou comme le bouquin qu'on a fait et ton dernier bouquin, le thème du travail, en tout cas en cette rentrée politique, on va dire, et ici à la fête de l'UMA, commence à imprimer, quoi. Et on voit bien, en tout cas, moi, en tant qu'observateur, je regarde les dépêches, je lis ce qui se dit autour du travail, et je vois deux débats qui te concernent d'ailleurs assez directement, où
Je trouve que le problème se pose assez mal. Le premier, c'est celui qui opposerait le travail des campagnes au travail des banlieues. Et je vois bien comment, y compris à l'intérieur de la France insoumise, on essaie de t'opposer une sorte de critique qui me semble, qui me semble pas juste. Je te le dis, mais si je la trouvais juste, je te dirais t'as tort. Mais je trouve que t'as raison. Pourquoi je pense que c'est pas juste? C'est parce que, contrairement peut-être à eux, pendant ta campagne électorale, et d'ailleurs même la première, je me suis déplacé chez François. Et en gros, parce qu'il a ce discours-là sur le travail et parce qu'il est ancré socialement dans ses villages et dans ses villes aussi, il fait les mêmes scores, enfin je schématise, hein, François, il fait les mêmes scores que Marine Le Pen, c'est-à-dire qu'il fait 60-65%. Quand Marine Le Pen au premier tour fait ça, lui, il le fait en tant que député de gauche. Ça veut bien dire qu'il a un discours politique autour du travail et des travailleurs qui porte et qui touche. Et je pense que c'est une voie possible pour la gauche. Et l'autre débat que je trouve alors particulièrement foireux, et je suis en désaccord total avec Fabien Roussel là-dessus, c'est celui qui voudrait opposer la France du travail à la France des allocs, quoi. J'ai l'impression là qu'on a un membre du Parti communiste, je m'excuse, hein, je suis à la fête de l'UMA, ça va peut-être pas plaire à beaucoup de monde, qui parle comme un homme de droite, quoi. Et j'ai été complètement, enfin, je vois bien le dessin qu'il y a derrière, cette espèce d'occupation du terrain médiatique et politique qui est faite là-dessus. Mais je trouve ça complètement je veux dire, destructeur par rapport à l'importance du combat, par rapport aux enjeux qui sont devant nous, aux enjeux politiques. C'est-à-dire que là, on vient d'avoir Macron qui n'a pas la majorité, etc. Toi, tu es à l'Assemblée. Je ne sais pas comment, enfin, tu vois, là on sort pas du cadre parce que c'est complètement lié à la question du travail. Et donc là, c'est plus une question que je te pose sur ces deux sujets-là. Comment tu te situes et ce que tu en penses? J'ai pas envie de faire de ce débat le lieu des polémiques, mais dire qu'est-ce que ça traduit? Qu'est-ce que ça traduit? Je viens de lire un article dans une revue linguistique qui s'appelle Mots et qui était sur le discours des Gilets jaunes. Et les Gilets jaunes, c'est beaucoup des travailleurs qui se sentent dépossédés. Hein. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, nous on est là, même si Macron le veut pas. J'ai mis dans le sens inverse, mais c'est pas grave. Donc voilà. Et il y a un discours, montre le linguiste, de tripartition. C'est-à-dire, c'est nous, les travailleurs, dans la peine, contre ils en haut, mais aussi contre eux en bas. Voilà ce qui vient d'emblée. Et moi, dans ma campagne, j'ai eu à affronter 1000 discours sur les assistés, les cassos et ainsi de suite. Je le dis, cette tripartition du monde social, c'est comme ça qu'ils appellent dans les trucs de sociaux, quoi. Je ne le dis pas pour la valider, je le dis pour la combattre. Et ce sont deux choix différents que d'énoncer cette tripartition pour la valider ou pour la combattre. Et moi, j'ai pour objectif de la combattre, c'est-à-dire de revenir à une dichotomie du nous et du eux en haut. Et donc, mais c'est un travail. Et si on refuse de voir la fracture qui existe, on ne va pas pouvoir la réparer. Or, la fracture, elle existe. Donc, il y a à faire du judo avec ceux qui pensent en termes de nous, ils, eux, mais on ne peut pas nier que ça soit devenir une manière de voir très très répandue dans les classes populaires que de cette distinction de l'assisté, du cas social et ainsi de suite. C'est un travail politique que nous avons à effectuer pour faire recoller les deux. Alors, je propose des pistes dans mon bouquin, hein, je les énonce très rapidement, puis si on veut y revenir, on y reviendra. Il y a évidemment un travail politique qui doit être fait tous les jours sur qui sont eux en haut. Il faut montrer leur yacht, il faut montrer leur jet, il faut montrer leur demeure. Voilà. C'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement que ce soit des statistiques, mais il faut aussi en donner quelque chose de visible pour que ça suscite de l'injustice et de la révolte. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, moi, je suis pour l'universalisation des droits. C'est-à-dire que, par exemple, si on fait le transport gratuit, ça ne doit pas être pour le transport gratuit en dessous de 1 000 euros de revenus. C'est le transport gratuit pour tous. Et l'histoire de la gauche, c'est une histoire des droits universels. L'école, elle est gratuite pour tous, pour les enfants d'ouvriers comme pour les enfants de Bernard Arnault s'il ne veut pas les mettre dans le privé. Vous voyez ? Et le troisième point que je note, c'est redonner une fierté au travail. La gauche doit être la gauche qui vient
héroïser les travailleurs et dire qu'on a pour objectif de faire ensemble. On ne doit pas être dans le vivre ensemble, les uns à côté des autres. Je ne comprenais pas pourquoi le vivre ensemble était un truc qui me gonflait. Mais c'est très gnangnan et communiant. Un couple qui vit ensemble et qui n'est pas porté par un projet d'un enfant, d'une maison, de vacances, d'un film à voir, de n'importe, il se fait chier et ça part en sucette. Aujourd'hui, une société qui n'a pas d'autre projet que de s'adapter à la mondialisation, d'être compétitif et ainsi de suite, c'est une société qui se bouffe la gueule. Et donc, il faut retrouver le sens du travail ensemble. Tu me permets une anecdote ou deux? Bon, putain, mais j'ai 2 anecdotes qui montrent que la force évidente de jonction qui peut s'opérer par le travail. Dans l'histoire, les immigrations successives ont été insérées dans la société française aussi par le travail. C'est une historienne de la gauche qui me dit il n'y a pas de front populaire s'il n'y a pas côte à côte les mineurs polonais et les mineurs français. Mais j'ai Patrick qui est ouvrier du bâtiment à Abbeville. Je vais le voir, il est en train de dire du mal des réfugiés parce que il votait communiste avant, hein, et il a voté Marine Le Pen à la présidentielle. Bon, il a voté pour moi finalement, mais il commence à dire du mal des réfugiés dehors parce qu'ils revendent des téléviseurs. Mais où est-ce qu'ils ont chopé les téléviseurs et tout ça? Bon, ça part dans un discours comme ça. Puis il me raconte son parcours de travailleur du bâtiment, qui s'est fait tous les trucs de désamiantage, qui s'est fait le tunnel de Mont-Blanc quand il a cramé, il s'est chopé un cancer du poumon, tout ça. Et puis il me dit, mais quand j'étais avec les Tunisiens, avec les Marocains, avec les Polonais, avec les Portugais, ça s'est toujours super bien passé. Donc le moteur de communion que doit représenter le travail. C'est pour ça que je dis qu'il nous faut dans notre société passer du vivre ensemble au faire ensemble. Et faire ensemble, je le dis en bref, je vous fais un résumé de mon bouquin en 2 minutes. Faire ensemble, c'est affronter le grand défi climatique. Mais le grand défi climatique, il ne sera pas surmonté autrement que par du travail aussi. L'agriculture sans intrants, c'est du travail. La rénovation thermique du bâtiment, c'est du travail. Les canalisations pétées, c'est du travail. Passer à de la réparation plutôt qu'à aller acheter en permanence des nouveaux matériels, c'est du travail. Tout ça, c'est du travail. Et donc, je pense qu'on doit mettre notre peuple ensemble, les quartiers, les campagnes, tout le monde ensemble, pour affronter ce grand défi qui est devant nous. Et je fais de travailler ensemble, ça produira une jonction qui feront qu'on ne se demandera pas de quelle couleur est la peau de mon voisin, quoi. T'avais pas 2 anecdotes? Si, mais comme je vois que je suis long déjà, je me suis dit je vais la mettre en réserve et vous l'aurez à la fin. Alors, tout ça, je pense que c'est tellement partagé. Et quand tu le dis comme ça, on se dit que c'est évident. Alors peut-être parce qu'on est ici entre nous et qu'on a tous cette conscience. Mais derrière, on se pose la question. Il y a un moment aussi qui me renvoie dans ton film sur Debout les femmes. C'est au moment du passage de la loi à l'Assemblée. C'est que là aussi, tel que c'est filmé, tout ce qu'on voit de ces femmes, on se dit mais c'est évident. C'est évident, cette loi, il faut la faire. Là, quand tu parles de tous ces métiers, de ce travail, du lien avec le climat et tout ce qu'on peut faire, on se dit c'est évident aussi. Mais alors, après, concrètement, comment on fait? Là, on a les médias avec Blast, on a toi qui es député, journaliste, écrivain, et on se dit mais c'est quoi le plus efficace? C'est le politique? C'est quand tu es journaliste et que tu rencontres ces gens et que tu écris ce bouquin? C'est comment on fait bouger ensuite les choses? Et comment toi tu vois, mais non, mais il y a les deux justement. Non, et toi tu es en prise, ça fait suffisamment longtemps que tu te bats aussi contre des évidences. Oui, mais moi j'ai fait d'ailleurs j'ai fait le choix de, alors que j'étais sollicité relativement souvent pour franchir la ligne et faire de la politique, j'ai fait le choix de ne pas le faire parce que j'ai pensé, contrairement à François, que j'étais sûrement plus utile. Et vraiment, je vois Blast et les médias que j'ai créés là récemment, ou que j'ai sauvés, je les vois comme ça donne du sens à ma vie. C'est-à-dire, je pourrais très bien faire mes livres, mes films, et puis me dire être beaucoup plus égoïste. Mais là, faire Blast, c'est aussi le choix d'une forme de combat, de générosité, et je pense que les médias, en tout cas les médias comme les nôtres, ont une grande, même si on est petit par rapport à des mastodontes comme BFM, etc., on a une grande utilité et on a une grande nécessité. Et de plus en plus, il faut qu'on occupe le terrain, il faut qu'on grossisse, il faut qu'on crée
des alliances entre ces médias indépendants pour amener ces thèmes-là, parce que des politiques, des hommes politiques comme François ou comme d'autres, je veux dire, ils n'y arriveront pas si parce que ça ne veut pas dire qu'on est des médias partisans, mais ces thèmes-là ne sont tellement pas abordés dans les médias mainstream que c'est affolant, quoi. La manière dont on formate et on forge le cerveau des téléspectateurs, alors évidemment de CNews, je ne vais pas les énumérer, et donc c'est très difficile de se battre contre ça. Après, c'est des choix. D'ailleurs, toi, à un moment donné, tu franchis le pas, quoi, parce que tu avais quand même t'écrivais des bouquins. D'ailleurs, il y a un truc intéressant, c'est-à-dire que dans ton bouquin, tu dis j'ai tellement de respect pour la littérature et pour les livres, et donc ça, ok, mais quand même, tu écris des livres en un mois et demi, qui sont écrits de toute manière. C'est évidemment toi qui les écris, contrairement à des tas d'autres hommes politiques. Mais tu dis aussi un truc assez intéressant au début du livre, et je trouve que tu as vraiment raison, j'y avais pas pensé. Tu dis que le temps de l'écriture et le temps du livre devrait être nécessaire pour tout homme politique, parce qu'un homme politique et je vois bien comment peut être une de tes journées, quoi. Tu es sollicité en permanence, tout le monde vient te voir, tu dois parler, tu es une sorte de machine à parole et à idées, puis tu as très peu de temps pour réfléchir et pour prendre ce recul et te ressourcer et te dire putain, je redémarre la rentrée et tout. Et le temps du livre, c'est ça que ça te permet, et c'est comme ça que les idées viennent, et c'est pour ça que ce bouquin est intéressant. C'est un petit bouquin, mais je trouve que ce positionnement qu'a priori, je pourrais me dire, j'ai du mal à le comprendre, quoi. Qu'est-ce que tu t'ennuies en plus avec tout le boulot que tu as à écrire un bouquin? Je le comprends en le lisant. Je me dis ouais, mais il a raison, parce que tu as un rapport aussi à l'écriture qui est particulier, puisque tu viens de là, quoi. Voilà. Moi, je me demande pourquoi je m'emmerde à des tas de réunions, mais je me demande pas pourquoi j'écris des livres. Non, voilà. Donc, la question était quand même dire à quel point le travail est invisible. Parce que tu disais, dans les médias, le travail est invisible. Mais il y a comme une interdiction d'entrer sur un lieu de travail. C'est pas comme, d'ailleurs. Il y a une invisibilité du travail. Moi, j'ai souvent dit que je voulais créer un corps de photographes publics. Pourquoi ? Parce que chez nous, on a des photos de nos parents quand on est au Mont-Saint-Michel. On a des photos quand on va à Disneyland. On a des photos à un repas de communion. Enfin, on a des photos éventuellement quand on joue au foot. Il y a un truc où on voit jamais nos parents, où nos enfants ne nous voient jamais, c'est au travail. C'est comme un trou noir et c'est comme un continent invisible. Je me souviens d'un copain, Vincent, sa mère était infirmière ou aide-soignante, mais elle a dû terminer infirmière à l'hôpital d'Amiens, dans un service plutôt fin de vie. Bon. Et il avait fallu qu'il y ait le dernier jour, le pot de départ de sa mère, pour que la première fois, il mette les pieds dans ce service, qu'il rencontre ses collègues et qu'il voit son lieu de travail. Donc c'est, y compris pour nos propres familles, souvent le travail, alors évidemment quand on travaille à Blas ou à l'Assemblée, ils ont l'occasion de nous voir de temps en temps dans nos lieux de travail à la télé, mais c'est un continent qui est invisible. Comment va pouvoir se transmettre une fierté familiale du métier, du savoir-faire, de tout ça, si jamais c'est interdit? Je le dis, c'est interdit aussi et surtout pour les journalistes. Moi, j'avais posé dans la loi secret des affaires, qui venait encore serrer la vis aux journalistes, j'avais proposé l'inverse, j'avais proposé une liberté pour les journalistes, pour les ONG et ainsi de suite, d'être accueillis sur les lieux de travail, d'avoir droit à une visite de l'entreprise et ainsi de suite. Parce que c'est un lieu où se passent des choses importantes, à la fois pour le salarié, pour le produit qui va en sortir, possiblement pour la pollution et ainsi de suite. Donc le fait que ça soit non pas un lieu qui soit fermé, on sait, la démocratie s'arrête à la porte de l'entreprise, mais au contraire, on ouvre ça et on ouvre ça aux autres. Et la chance que j'ai eue pour faire le film Debout les femmes, c'est qu'il y ait Sébastien Jumel, député communiste, ancien maire de Dieppe, qui m'ouvre les portes du service des auxiliaires de vie à Dieppe. Parce que sinon, on allait parler du travail, mais à aucun moment on allait le montrer. Or, le moment au milieu du film où d'un seul coup on les voit qui sont en train de porter une personne âgée, de la laver nue, de la faire passer de son fauteuil au lit, où on voit ce que ça pèse sur les corps, au fond, on comprend tout, c'est le moment où on se tait le plus et on comprend tout. C'est-à-dire qu'il y a une matérialité, il y a une chair du travail qu'il faut voir, qu'il faut comprendre, parce que qui ne peut pas être transmise seulement par les mots. Et je pense que voilà, donc il y a un devoir journalistique, et après il y a un devoir pour moi
politique, évidemment, de placer la question du travail en son centre. Je fais encore 2 minutes là ou pas? Pour moi, on avait une séquence idéale. Pourquoi? Crise du Covid-19. Elle vient montrer quoi? Elle vient montrer le caractère indispensable des auxiliaires de vie, des assistantes maternelles, des agents d'entretien, des ouvriers de l'industrie agroalimentaire, de tout ça. Bon, d'ailleurs, le président de la République le dit lui-même quand il dit « Il faudra se rappeler que notre pays tout entier repose aujourd'hui sur ces femmes et ces hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal », et qu'il ajoute, citant la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1789, les distinctions sociales ne peuvent reposer que sur l'utilité commune. Je connais très bien mon Macron de gauche, il dure 30 secondes. Mais à la suite de ça, je l'ai dit, rapport RL. Rapport RL remarquable sur les 17 métiers de la deuxième ligne. Quelle est la conclusion politique qui en est tirée par Elisabeth Borne, ministre du Travail? Nous faisons le pari avec confiance que le dialogue social aboutira à quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire, c'est la main invisible du marché rebaptisée dialogue social qui va faire qu'entre les forts et les faibles, une harmonie va se trouver. Il ne s'est rien trouvé du tout. Les agents d'entretien, rien n'a changé pour eux. Les auxiliaires de vie, rien n'a changé pour eux. Les ouvriers de l'industrie agroalimentaire, rien n'a changé pour eux. Les travailleurs du bâtiment, rien n'a changé pour eux, et ainsi de suite. Et je pense que là, on avait plus qu'une brèche pour s'engouffrer dedans et venir se saisir de ces travailleurs de la seconde ligne. Avec, s'en saisir à la fois sur le terrain matériel, statut, revenu, horaire, salaire, mais s'en saisir aussi sur le terrain de la fierté en les héroïsant, avec des effets électoraux, on va parler d'élections, avec des effets électoraux. Comment? Ça représente 5 millions de personnes. 5 millions de personnes qui se sentent maltraitées dans leur métier. Comment pourraient-ils se reconnaître dans notre discours si nous ne citons même pas leur métier? Si nous ne disons même pas caristes, alors que la France est en train de se transformer en un vaste pôle logistique, alors que si les caristes s'arrêtent de bosser, on n'a plus un rouleau de PQ dans nos supermarchés. Donc là, il faut prononcer ces noms de métiers pour qu'au moins les gens se reconnaissent un peu, qu'ils disent, ils parlent de nous. Bon, vous connaissez ma méthode, moi c'est Sylvie, 44 ans, bidule, qui habite à machin truc, mais chacun son style. Mais en tout cas, je pense qu'il faut faire exister ces métiers. Comment le mineur de fond aurait pu se reconnaître dans la gauche si la gauche avait jamais parlé de mineur de fond? Non, c'est pas possible. Donc ces métiers-là, il faut absolument les évoquer, en parler, non pas en statique, mais en dynamique, en disant pourquoi on est fier de ça. Voilà, et je pense par ailleurs que ça aurait un deuxième effet électoral. C'est qu'une profession, par exemple, comme auxiliaire de vie, si on en parle, si on la met en valeur, si on dit oui, en 5 ans, nous on vous garantit que vous aurez un statut et un revenu, c'est pas seulement l'auxiliaire de vie qui va voter pour vous, je pense. C'est aussi tout l'entourage, c'est les gens chez qui elle passe. Parce que auxiliaire de vie, c'est un métier populaire. Populaire au double sens du terme. C'est un métier populaire parce que ça a un recrutement populaire. Mais c'est un métier populaire parce que c'est aimé. Les gens, ils sentent bien qu'elles font un travail formidable et qu'elles ne sont pas récompensées comme elles le doivent. Et donc je pense qu'une manière de se rendre populaire, c'est d'accompagner ça. Dire... une raison pour laquelle j'ai fait ce film et pourquoi j'ai fait ce rapport sur les métiers du lien. Moi, je suis associé à l'industrie. Je me suis bagarré sur les Goodyear, sur les Whirlpool, sur à peu près tout. Mon film Merci Patron était sur l'industrie. Mais la réalité, malheureusement, sur 20 ans, c'est que ce sont des combats qui sont perdus les uns après les autres et aux effectifs déclinants. Donc il ne s'agit pas pour moi d'abandonner ça, je suis toujours favorable au protectionnisme, il nous faut des taxes aux frontières, il nous faut des barrières douanières, il nous faut des quotas d'importation, il faut réguler si on veut une véritable relocalisation en France, elle ne va pas se faire par la main invisible du marché, donc il nous faut tout ça. Mais si je suis associé à cet univers qui paraît déclinant, je suis mort quelque part. Et donc, tout en restant dans le populaire, je souhaite m'associer à une série de métiers qui sont montants et qui flamboient dans le cœur des gens. Vous voyez, dont les auxiliaires de vie. Et je le dis, je l'énonce comme ça, parce que je pense qu'il y aurait un intérêt syndical et un intérêt électoral à ce que la gauche syndicale, associative et politique se mobilise fortement sur ces questions-là, parce que c'est lui faire épouser dans les classes populaires une trajectoire montante. Montante pour 2 raisons. Parce que les effectifs en sont montants, il va y avoir encore demain plus d'auxiliaires de vie sociale parce qu'il y aura plus de personnes âgées. Tiens, j'énonce un truc, tu vois, comme quoi tout n'est pas... On a un gros problème électoral chez plus de 60, plus de 65 ans. C'est un gros trou, c'est quand même un gros souci parce que non seulement ils sont de plus en plus nombreux, mais en plus ils vont toujours voter. Donc si on a ce trou-là, peut-être qu'un moyen de raccrocher, c'est en valorisant leur auxiliaire de vie sociale. Si ça se trouve, on en raccroche quelques-uns par ce biais-là. Mais bon, donc il y a là un enjeu
de se dire que ça, c'est une profession qui est montante à la fois sur le plan démographique, il y en aura de plus en plus, mais même dans ces métiers-là, on va gagner. On va gagner. On va gagner peut-être pas des miracles, mais voilà, on a gagné la prime Covid, on a gagné un avenant 43. C'est pas formidable d'un seul coup ce qu'on gagne, mais on va gagner. On va les structurer, ces métiers-là. Eh ben, je pense que si les syndicats et les partis politiques sont associés à ces victoires, même si elles sont petites, vous savez, les victoires, le mouvement de Jaurès, ça n'a pas été, il était pour le réformisme révolutionnaire. C'est-à-dire, le petit pas qu'on peut prendre, on le prend. Et on montre aux gens que c'est grâce à leur force qu'on a réussi à arracher ça. Eh ben, je pense que c'est le même mouvement qu'il nous faut reprendre aujourd'hui avec les emplois de service qui sont peu considérés. Je pense que tu auras du mal... quoi que tu fasses et quoi que tu dises avec cette population-là, c'est-à-dire les plus de 65 ans, disons le troisième âge et le quatrième âge, etc. Pourquoi tu auras beaucoup de mal, malgré on va dire la finesse de ton discours, malgré les mots que tu profères, parce qu'il y a chez cette population-là qui regarde énormément la télévision, qui lit beaucoup la PQR. Il y a une aliénation en ce moment. Il y a un travail sémantique qui est fait avec les mots, justement, pour détruire toute idée de révolte. Il y a évidemment une droitisation, une extrême droitisation des esprits, parce que évidemment quand tu regardes, moi je le vois bien dans le village, ou quand je vais voir mon père qui a 87 ans, il me parlait pas comme il me parle aujourd'hui, mais lui il est toute la journée à la maison, donc il est sur CNews, beaucoup plus d'ailleurs que sur BFM, et il commence à me dire des conneries, quoi, du genre les émigrés, du genre tout ça, mais je me mets à sa place. Il entend ça toute la journée, et en plus il lit un canard qui s'appelle Le Républicain Lorrain, qui appartient au groupe EBRA, qui appartient au Crédit Mutuel, qui est devenu une sorte de journal publicitaire pour passer des annonces, et où il n'y a plus jamais, il y a plus de polémique, il n'y a plus de débat, il n'y a plus de ce combat-là, tous ces débats que tu essaies de mener. Il y a cet énorme blocage médiatique. Et d'ailleurs, pour revenir sur les professions, tu parles des auxiliaires de vie. Ici, je trouve que dans Dépossession, c'est pour ça qu'il faudra faire un Dépossession 2, voire un 3, on pourrait multiplier les témoignages, et la force, un peu comme faisait Bourdieu dans La misère du monde, l'accumulation des témoignages donnerait encore plus de sens à ce qu'on fait. Mais si je dois faire une sorte de hiérarchie dans les professions qui sont paupérisées et qui sont en train de s'autodétruire, et qu'on n'a pas traité dans Dépossession, c'est les journalistes. C'est-à-dire, aucune autre profession, à mes yeux, ne s'auto-détruit autant et n'est autant détruite. Et pourquoi elle l'est ? C'est parce que cette profession-là, je veux dire, les démocraties ont besoin de journalistes, c'est aussi simple que ça. On a besoin de ces contre-pouvoirs, etc. Et je trouve, pour voir l'évolution depuis que moi j'ai commencé le journalisme à 22 ans à Libération, et là je suis à Blast en train de créer un média libre. Mais je trouve qu'il y a une sorte de... J'essaie de trouver des mots, mais pourrissement, paupérisation évidemment, qui est incroyable, et on laisse faire. C'est-à-dire, c'est pour ça que le combat qu'on mène à Blast, mais aussi dans d'autres médias, je ne vais pas tous les énumérer, est vraiment fondamental. Et il y a un exemple qui est formidable, et là, c'est le groupe EBRA. Donc, je reviens à ce groupe. Ce qui s'y passe en ce moment, il faut savoir que ce sont tout de l'est de la France jusqu'à la montagne, en passant par Lyon et tout ça. Ça représente, je ne sais pas, plusieurs millions de lecteurs qui, tous les jours, sont abreuvés aux informations d'EBRA. Moi, avant qu'EBRA et le Crédit Mutuel ne prennent possession de ce groupe de presse, le Républicain Lorrain appartenait à une dame à laquelle je me suis beaucoup opposé, parce que c'était une bourgeoisie catholique de droite, et moi j'étais le gauchiste de service à Metz contre elle. Elle s'appelait Marguerite Puldemange, et c'était un journal de droite où voilà. Mais il y avait une sorte de débat idéologique, c'est-à-dire qu'elle critiquait le Parti communiste. Il y avait un espace de débat et de confrontation, quoi. Et puis, pour des raisons mercantiles, sa famille a vendu son journal au groupe EBRA. Et le groupe EBRA, donc, j'ai suivi avec attention d'ailleurs les débats au Sénat dirigés par David Assouline sur l'état de la presse, et on a vu les deux dirigeants de ce groupe EBRA venir. Alors, effectivement, il y avait, on a vu aussi les dirigeants d'autres groupes, Bolloré, Arnaud, etc., venir mentir éhontément devant cette commission. Mais
à mon sens, dans la sismologie du mensonge, le mensonge des dirigeants du groupe EGRA était tellement flagrant. C'est-à-dire qu'on avait devant nous des gens autosatisfaits, expliquant qu'ils ont sauvé des milliers d'emplois de journalistes, etc. Mais pour produire quels journaux, quel journalisme? On publie en ce moment, parce qu'on est un média libre, dans Blast, une série d'enquêtes dont le premier volet est paru cette semaine sur ce fameux groupe EBRA, où les journalistes, donc on aura 5 grands papiers comme ça. Énorme taux de suicide, énorme taux de dépression, énorme taux de types qui partent à la retraite, qui demandent des retraites anticipées, et puis surtout une sorte de recalibrage de la fabrication de l'information qui annihile toute liberté et toute indépendance. Et ça produit des journaux, c'est même pire que des journaux de droite, ça produit des journaux insipides qui véhiculent une idéologie où justement le travail est bafoué, où les combats politiques et syndicaux sont moqués, enfin, etc. Et ça va même plus loin maintenant, et je parle même pas des salaires, où les journalistes de ces groupes-là, on appelle ça des Shiva journalistes, c'est-à-dire qu'avant, le journaliste était un notable qui, quand on travaillait au Répu, on gagnait 3, 5, 6, 7 fois le SMIC, et puis on était reconnu, etc. Et aujourd'hui, tous ces gens ont été mis à la retraite, plans sociaux, etc. Ça a coûté quand même à une blinde, et on les remplace par des journalistes qui sont payés en dessous du SMIC, quand ils démarrent la première année, enfin, etc. Et qui sont obligés de faire du web, de faire des clips, de filmer, de monter, d'apprendre et tout. C'est pour ça que les vieux journalistes, entre guillemets, au-dessus de 45 ans, sont complètement démotivés, etc., n'y arrivent plus. Et on a des jeunes journalistes, entre guillemets, parce que moi je les appelle plus journalistes, c'est des travailleurs médiatiques, qui se retrouvent avec ces cadences infernales et à accepter ces rythmes-là. Et ce que je viens d'apprendre en lisant d'ailleurs la presse quotidienne, et qui est absolument dramatique, c'est que comme ils ont du mal à embaucher ce groupe EBRA avec les types qui sortent d'écoles de journalisme, qui malgré la faiblesse relative de la formation ont quand même des petites velléités d'indépendance, ils créent leur propre école et leur propre centre de formation de journalistes. Donc on a des groupes EBRA avec une formation qui démarre en ce moment à Nancy, où on embauche des jeunes, ils sont formés sur 6 mois, un peu comme les flics et les profs en ce moment, c'est du journalist dating, et ils sortent au bout de 6 mois de formation absolument merdique, où on leur apprend à filmer, à faire des trucs comme ça, mais on leur apprend pas à penser, et ils sont payés 1500 balles par mois, et EBRA va continuer à prospérer, le patron d'EBRA pourrait s'acheter un château dans la Loire, ce qu'il est en train de faire, etc. Et donc moi je m'enorgueillis de cette enquête de Franck Després, qui est un pigiste, qui a travaillé assidûment pendant 6 mois pour sortir ses papiers, et à la suite du premier papier, on a des dizaines de témoignages qui arrivent et qui dénoncent ça. Et là, on est au cœur aussi d'une des problématiques du travail. Bon, là, j'étais un peu long aussi. Une dernière question à François Ruffin. En tant que politique, j'ai essayé d'y venir un petit peu tout à l'heure, parce que, quand je disais tout à l'heure, ce que tu disais avec passion, c'est évident, c'est dans le sens, ça passe naturellement à partir du moment où tu connais le monde du travail, où tu as fait cette démarche d'être sur le terrain, de voir comment ils sont, c'est quoi la vraie vie. Hein, et du coup, cette importance du travail et du sens du travail, ça ressort naturellement. Et quand on voit les autres politiques, un certain nombre d'autres, pas tous, mais on se dit, mais est-ce qu'ils sont vraiment ignorants du monde du travail ? Je vois ce que disait Pannier-Runacher, tu en avais fait dans une des vidéos, où elle disait, mais l'atelier des unités de production, c'est génial, c'est la magie du travail. Est-ce qu'ils sont vraiment ignorants ? Ou est-ce que c'est juste des personnes qui ont parfaitement conscience de défendre leurs petits privilèges, leur univers libéral. En gros, c'est quoi l'espoir vis-à-vis des politiques ? Comment c'est compliqué. Hein. On a des politiques comme toi et on en a d'autres. On se dit, mais est-ce qu'ils sont déconnectés ou est-ce qu'ils sont juste extrêmement voilà, ils travaillent pour le CAC 40, pour leurs privilèges, pour. D'abord, quand on me dit, toi, le politique, au bout de 5 ans, je devrais m'habituer, mais j'ai toujours tendance à retourner puis voir s'il y a quelqu'un d'autre derrière. Bon, je veux dire, de toute façon, tout est construit pour qu'on ait une ignorance de l'univers du travail et d'autres univers. Si, en particulier les décideurs,
avaient une pleine conscience des conséquences de leurs actes, s'ils avaient à les affronter et à affronter humainement ce que ça produit au bout de la chaîne, ils dormiraient mal et ça donnerait d'autres résultats. C'est par exemple le travail de Merci Patron que d'essayer de recoller entre la décision que prend Bernard Arnault avec des mots qui se terminent par Sion, réindustrialisation, mais vous aurez du reclassement, il y aura de la revitalisation et tout ça pour cause de mondialisation. Et de recoller ça à une réalité concrète et d'essayer de dire va voir ce que tu produis en bout de chaîne. Et donc, mais je dirais, pour moi, la société, c'est comme quand vous traversez la pelouse, vous écrasez des fourmis et vous en rendez même pas compte. Vous produisez une violence. Et donc, les dominants produisent une violence. Et donc, la question, c'est comment on fait pour que les fourmis se révoltent. Et à ce moment-là, c'est les fourmis qu'on va accuser d'être violentes, hein, bien sûr. Ou alors, comment on fait pour rendre conscients de la violence ceux qui la produisent. Mais bon, à la fois, pour moi, il y a une ignorance, et ils ont tout intérêt à maintenir cette ignorance. C'est-à-dire que quand on est à l'Assemblée nationale et qu'on vient dire les femmes de ménage de l'Assemblée nationale, c'est pour ça que je pique une crise à un moment quand je suis en commission, parce que c'est refuser de voir, là, non pas ce qui se trouve à des milliers de kilomètres ou loin, c'est refuser de voir ce qui se passe à leur porte, de discuter avec la femme de ménage qui nettoie leur douche et de lui demander combien de temps elle a fait de trajet pour venir le matin, à quel taux horaire elle est payée, et combien ça lui fait à la fin du mois, et comment elle va vivre avec ça. Et est-ce qu'elle voit ses enfants? Parce que c'est des conséquences familiales aussi. Hein. Juste une anecdote là. Une femme de ménage qui est dans le couloir, je la vois, elle est un peu en peine, quoi. Elle est au téléphone. Je lui dis, ça va pas, Anna? Elle me dit, non. Parce que là, je viens d'être appelé par l'école de ma fille. Ma fille, elle est partie à l'école. Elle a oublié son cartable. Forcément, la mère, elle part à 4h du matin. La gamine, elle se lève toute seule, elle se lave toute seule, elle s'habille toute seule, elle prend son petit déjeuner toute seule et elle part à l'école toute seule. Bon, c'est ça. Donc, comment on fait pour mettre les députés, mais sachant que le pouvoir, il n'est pas chez les députés, hein. C'est les courroies de transmission des décisions prises par le président de la République, en gros. Donc, c'est pas vraiment là que se trouve le lieu de pouvoir. Mais comment on fait pour mettre ça en face? Donc, je pense qu'on a un gros souci, là, c'est plus médiatique, mais moi, je me sens presque encore reporter. On a un gros souci, je le disais tout à l'heure, c'est rendre visibles ceux qui sont devenus invisibles, parce que chez Afflic Secours, auparavant, les ouvriers de chez Saint-Frère, ils sortaient de leur usine et ils voyaient les châteaux des patrons, et donc du coup ils savaient où allait la plus-value. Aujourd'hui, il n'y a plus le lieu de la plus-value, il est à des milliers de kilomètres de là. Donc il faut, nous, le travail politique essentiel, il est celui-là, quoi. C'est de montrer cet invisible du haut. Moi, j'en suis vraiment persuadé. Et ensuite, je pense que possiblement, on peut montrer en haut les conséquences de ces actes. Mais moi, la transformation messianique, de la conversion, parce qu'il y aurait une épiphanie et qui fait que Macron, il se rendrait compte que quand même, ou alors Jeff Bezos se rendrait compte que quand même, je suis un petit peu dubitatif, quoi. Donc ça, dire des choses sur ce que tu as raconté. Je veux dire, moi, Gramsci, pessimisme de la lucidité, optimisme de la volonté. Toutes les raisons de voir que ça ne va pas marcher, on peut les énoncer, il y en a des kilomètres. Et il est évident que les médias sont un obstacle à une transformation progressiste du monde. Maintenant, dire que les gens ne sont pas des éponges, quand il s'est produit des mouvements dans l'histoire, ça a toujours été contre les médias dominants. Je veux dire, la révolution de 1789, elle se fait contre le principal média de l'époque. C'est les curés qui, dans toutes les paroisses, peuvent répéter le même sermon dans tout le pays en même temps. C'est TF1. Bon. Mais le traité constitutionnel européen de 2005, tous les grands médias étaient contre, tous les grands partis étaient contre, tous les grands patrons étaient contre, et pourtant, c'est 55% de non, 80% des ouvriers, 71% des employés, 67% des chômeurs. Un vrai vote de classe. Donc il faut réussir à retrouver le sens de ça, et je dirais que j'aurais tendance à ne rien essentialiser. Je n'essentialise pas un vote Rassemblement national chez les ouvriers automatique et définitif parce qu'ils regarderaient CNews. Je n'essentialise pas des territoires, les campagnes, parce qu'elles regarderaient CNews. Je n'essentialise pas les plus de 65 ans parce qu'ils regarderaient CNews. Je pense que
partout. Alors, c'est un pari humaniste, c'est le pari pascalien qui a bien des chances d'être défait. Tu vois, je ne nie pas que l'histoire elle aille rarement dans notre sens. Maintenant, c'est soit on baisse les bras et on se dit, bah, en effet, il y a toutes ces forces-là qui sont face à nous, soit on se dit, bah voilà, on va quand même se les retrousser et on va y aller. J'entends que c'est un pari pascalien, c'est-à-dire qu'il y a une part d'illusion dans ça, parce qu'il y a des illusions qui sont nécessaires à l'action. François, comme moi, je pense qu'on y travaille. Je veux dire, là, je fais un constat, mais je veux dire, en faisant Blast, on est dans l'action, on est justement, on est plutôt optimiste, parce que si on était pessimiste, on ferait pas ça, quoi. Mais quand même, face à nous, on a, c'est du lourd, quoi. Voilà. Moi, mon optimisme est quand même très modéré. Hein. Non, mais je réagis à ce que tu dis. Mais voilà, c'est vraiment le pessimisme de la lucidité, l'optimisme de la volonté. Mais je veux dire, quand je me lance en campagne en 2017, je pense pas que je vais être élu. D'ailleurs, moi, je mène plein de batailles en disant, de toute façon, c'est foutu. Mais je le dis pas à mon entourage parce que ça le décourage. Mais moi, c'est pas grave, j'y vais quand même. Mais bon, et là, je tiens à dire, par exemple, je décris une dernière scène. Sophie Cluzel, ministre du Handicap, vient à la préfecture d'Amiens. Je lui demande à ce qu'elle rencontre des accompagnantes d'enfants en situation de handicap. Donc il y a Aline, il y a Sandy, il y a Hayat, il y a Asia, et par les prénoms, vous entendez des origines différentes. Elle discute avec la secrétaire d'État pendant 1 heure. Moi, je me mets en écoute flottante, je roupille parce que j'ai déjà entendu les discours 50 fois. Et je me dis, mais bon sang, ça fait 2 ans que je les suis. Là, ça fait 1 heure qu'elles discutent. Et il n'y a pas un moment où elles ont causé de est-ce qu'on va manger ou pas halal le vendredi, est-ce que quels habits on doit porter. La question qu'elle pose, c'est comment on peut vivre de notre métier, comment on peut mieux le faire pour les enfants trisomiques, pour les enfants autistes et ainsi de suite, sans se poser des questions d'origine et tout ça. C'est la première leçon, c'est que quand on met les gens ensemble à faire, je pense que ces questions-là ne se posent même plus. Et la deuxième chose, c'est de dire que Hayat Madboua, accompagnante d'enfants en situation de handicap, qui est dans les quartiers nord d'Amiens, a fait 65% à Flic-Secours puisqu'elle a été ma suppléante. Elle était ma suppléante dans une ville où qu'on pourrait essentialiser, puisque c'était 45% pour Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle et 65% de la même manière au deuxième. Donc, les situations, on ne peut pas les regarder en statique, on doit les placer en dynamique, et c'est comme ça qu'à la fin, c'est nous qu'on peut... C'est mou. À la fin, c'est nous qu'on peut...